Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Fleur de Flow. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux sœurs passionnées et engagées, Anna Gomez et Yama Gomez. Ensemble, elles sont les créatrices de la bande dessinée Lilani, une œuvre sensible et inspirante qui met en lumière les traditions, les coutumes et l'héritage culturel de l'ethnie Mandjak. Je vous laisse tout de suite les découvrir. Bonjour à vous deux. Bienvenue dans Un Fleur de Flow. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis trop contente de vous recevoir. On est contente de te voir. Alors, je vais faire un petit rituel que j'ai adoré quand je vous ai découverte à la conférence de Jacqueline. C'est-à-dire qu'on va donner de l'eau à cette petite plante à côté. Voilà. On va pour célébrer le vivant. C'est ça, hein? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où ça vient, cette tradition? Oh là! Alors, on va pas le faire mieux que Jacqueline, ça c'est sûr. Non, en fait, c'est pour bénir l'instant, se souhaiter, on va dire, de la chance de passer un bon moment ensemble. C'est vraiment, comme on dit, tout le melek, c'est verser l'eau, surtout d'ailleurs verser l'eau froide, un peu comme le matin avant de sortir de la maison, on verse un petit peu d'eau pour que ceux qui franchissent la porte de cette maison pour en sortir ou pour entrer le soient dans de bonnes dispositions, etc. et qu'ils reviennent ou qu'ils rentrent chez eux tels qu'ils sont arrivés à la maison. D'accord, voilà. Je ne savais pas que ça se faisait aussi. Ça se fait aussi à la maison. Ouais, le matin, nous, notre mère, tous les matins, elle verse un peu d'eau avant que qui que ce soit sorte. Elle verse l'eau par terre, sur une fleur. Elle ouvre la porte sur le palier. Ah, sur le palier. Elle verse de l'eau. D'accord. Voilà. Et si tu habites en appartement? On est en appartement. Ce qui est le cas. C'est qui est le cas? Ouais. Et ben, elle le fait sur son palier. Oui, sur le jeu de... Ah ouais, mais c'est génial. La porte. Voilà. Moi, j'adore toutes ces coutumes-là. Vous êtes originaire de la tribu, l'ethnie Mandjak. Alors, vous êtes souvent décrit comme attaché au travail, à la solidarité, à la famille, à la transmission ancestrale aussi, des anciens. C'est ça. Ouais, ce sont les valeurs, les principales valeurs de la culture Mandjak, en fait. On est très attachés au travail, on est des voyageurs. Oui, d'ailleurs, aussi. Nos parents sont partis de très loin. De la Guinée-Bissau, pour aller au Sénégal. Alors, Yama, on va commencer par toi. Oui. Tu es autrice et co-autrice avec ta sœur d'une BD que je vais montrer qui s'appelle Lilani. Tout à fait. Et qui parle, bien entendu, de l'ethnie Mandjak. Exactement. Voilà. Et alors moi, je l'ai lu, bien entendu, parce que je l'ai découvert lors de la conférence où vous avez vu toutes les deux. J'ai adoré parce que ça mélange plein de rituels, de croyances, de choses ancestrales qui sont transmises surtout à l'oral, à la base, enfin comme beaucoup d'Africains. Et là, donc rendu par écrit, et avec un vocabulaire super Jones aussi. Voilà. Ça mélange vraiment, il y a des mots Mandjak et en même temps il y a le téléphone. L'héroïne de la BD est hyper moderne, elle a son téléphone, elle veut tout filmer, c'est un peu toi. Ça me donne la transition pour toi, qui est réalisatrice, scénariste. Oui. Qui vit à Paris. Toi, tu vis à Marseille. Voilà. Je vis à Paris. Je crée des séries. À l'origine, moi, je suis du monde de l'audiovisuel. Et il se trouve que Lilani, quelque part, c'est une extension, une prolongation de mon métier de base, qui est écrire et renvoyer à l'image. Donc, je travaille pour la télévision. J'ai été aussi réalisatrice il y a quelques temps. Je continue, j'espère continuer en tout cas à le faire. Et Lilani, c'est un parallèle entre ce que je fais pour la télévision et maintenant pour les bandes dessinées, destinées à la jeunesse. Mais alors, je trouve ça bien. Alors, je sais pas si vous êtes les premières. J'ai pas assez fait de recherche, mais il y a pas d'héroïne africaine. En France, en tout cas. Il y a les Martines. D'héroïnes africaines? Si, il y en a, parce que quand tu vas au salon du livre africain, d'ailleurs on en revient, c'est au mois de mars, il y avait pléthore il y a beaucoup d'ouvrages. C'est vrai que si on va pas dans les événements tels que le salon du livre africain de Paris, c'est ça. Voilà, mais il y a une multitude. Parce que tu vois, quand tu vas à Cultura au rayon livre, c'est vrai. Tu vois, il y a Mortel Adèle, Martine, Juliette. C'est pas encore assez démocratisé. Il y a pas encore le spotlight n'est pas forcément mis encore sur les héros et les héroïnes. En tout cas.
cas racisés, comme on dit aujourd'hui, c'est le terme à la mode. D'accord. Mais ça va venir. Et heureusement qu'il y a des rendez-vous comme le Salon du Livre africain ou Anacha ou d'autres Où tout le monde peut venir. C'est ouvert à tout le monde. Eh oui, voilà, c'est ouvert à tout le monde. gratuit. Et là, quand ce sont des salons dédiés, effectivement, on se rend compte de la multitude de l'offre qui existe. Et nous, on a eu la chance de tomber sur une maison d'édition comme Saraba, qui est une filiale d'Editis qui est basée à Paris, mais c'est la filiale sénégalaise du groupe Saraba, qui partageait avec nous la même vision, c'est-à-dire raconter des récits locaux, africains, mais avec une portée universelle. Donc, on a eu très vite cette vision partagée et c'est comme ça que Lilani a pu voir le jour et c'est comme ça que Lilani est fortement accompagnée par notre maison d'édition. Oui, votre maison d'édition. Ouais. Et alors, toi, avant de coécrire les livres, tu as fait de multitudes de métiers, Exactement. dont, quand même, tu t'es occupé beaucoup d'enfants. D'enfants. D'autisme, que j'ai fait mes petites d'autisme. T'as raison. T'as bien Voilà. fait. Et apparemment, tu leur racontais des histoires. Et je leur racontais des histoires parce qu'il y avait il fallait faire beaucoup d'activités. Oui. Et moi, j'adorais tout ce qui était artistique. Alors, donc, je faisais de la peinture. Il y avait des clubs de lecture et j'adorais aller au club de lecture avec eux pour raconter des histoires. De temps en temps, faire des temps de pause, lire des livres. Enfin, Et c'est comme ça que ça t'est venu l'idée d'écrire une BD pour les enfants? Pas du tout. Pas du tout. Qui a eu l'idée en premier? Alors moi, en fait, c'est que, comme on t'expliquait tout à l'heure, notre mère nous a toujours invités à lire des livres. J'aime bien le mot invité. Tu vas lire assez longtemps. Je t'invite Fortement. Parce que à lire. invité, Voilà. le mot. Je sais pas. Bon, On c'est écoute plus ça, joli. tu vas lire tous ces livres-là. Et du coup, alors à chaque fois, je disais oui, mais c'est bon, j'ai lu mes livres, j'ai plus rien à lire. Et elle nous disait tout le temps, vous avez plus rien à lire, et vous écrivez. Je disais mais écrire quoi? Mais écrire quoi? Et aujourd'hui, tout prend son sens parce que écrire quoi? Alors ça, tu vois, tu touches un truc sur un peu l'ennui. À un moment donné, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à lire. Et tu vas pas donner une tablette, parce que de toute façon ça n'existait pas, même si t'es jeune, je pense pas qu'il y avait des tablettes chez toi ou des jeux vidéo. Il y avait la télé. Il y avait la télé quand même. C'est vrai, je suis Mais chienne. elle te poussait à partir dans ton imaginaire en fait. Ouais. Et ce qui est magique aussi avec notre maman, alors j'imagine que c'est le cas d'autres mamans, c'est que elle nous a donc fortement invités à lire et écrire, en tout cas à maîtriser une activité, un art qu'elle-même ne maîtrisait pas. Ah oui, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Donc c'était important pour elle, et elle avait compris depuis longtemps que il fallait dans le pays qui est le nôtre maîtriser la lecture, maîtriser l'écriture parce que c'était important pour les études, etc., etc., etc. Donc les mercredis après-midi, les samedis après-midi, nous allions à la bibliothèque. Et nous en ressentions les bras chargés. Il y en a qui allaient au parc. Et vous, voilà. vous alliez... et pourtant, on avait un parc. Attention, on avait un parc juste en face de la maison. Donc, on ouvrait la porte de la maison et on avait un immense parc, le parc de la Vallée, à Mantes-la-Ville, où nous jouions avec tous les enfants du village. Parce que d'ailleurs, en plus, notre coin, là où on a habité à Mantes-la-Ville, s'appelle le village. Ah, ça s'appelle le village? Ah oui, nous, on est des villageois. Des enfants du village. On est des villageois. Ça a tout son À sens. Mantes, on nous appelle les villageois. Voilà, Ah, ça a oui. tout son sens. Eh oui. Bah oui, Lilani Parce dans que son là, village. Lilani, c'est le village. Dans un Exactement. village. Bassafal, c'est ça? Bassafal, voilà. Qui existe vraiment? Non, Ah c'est non, il fictionnel. n'existe pas. C'est un village fictif. Bon, Bassafal c'est qui veut dire. parce que j'ai cherché et j'ai ouais. pas trouvé. Je dis, alors, est-ce que c'est fictif ou... Bon, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire dire les anciens, les Ah, les matures. Mais voilà, c'était pour pas faire de jaloux. Et peut-être même qu'il existe en réalité. Je sais pas. Moi, je l'ai pas trouvé. J'ai cherché et à chaque fois, ça me sortait votre BD. Ah d'accord. Ouais. Bon, bah, voilà. Tu me dis Bassafal, ça sort Lilani. D'accord, ça je le sais déjà. Je voudrais savoir si ça existe. Mais peut-être que ça existe finalement parce que c'est Peut-être, tellement mais grand, moi, le Sénégal et la Guinée-Bissau. C'est ça. Ça se passe surtout en Guinée-Bissau là Oui. quand même. Hein. Oui, alors les 2 premiers tomes, sans vouloir spoiler ce qui va arriver Oui, après, le montraient tome les 2 est sorti en mars là. Voilà. Ouais. Le 16 non, avril. c'était le 16 avril. Ouais. Bon, on a Ah, le fini. 16 avril, pardon. Oui. Mais c'est vrai qu'en mars, on Une a avant-première. eu la chance d'avoir une centaine d'exemplaires en avant-première pour le Salon du livre salon africain. du livre africain. Ouais. Et effectivement, donc on vient d'un endroit qui s'appelle le village. Et pour l'imaginaire
qui a été le nôtre. En tout cas, on a eu une superbe enfance parce que entre les bouquins, le parc qui était en face, la piscine, la fête foraine, en tout cas, en fait, tout se passait à proximité. En face. Ah ouais. Exactement. Non, mais vraiment, hein, On ouvre la porte et c'était là. Mais ouais, et même à l'étage, dans les chambres. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre de la chambre, les rideaux, et on voyait qui était à la piscine, parce que la piscine était en face. Ah ouais. Donc on se disait, ah bah tiens, il y a machin, ok, on peut se préparer et on y va. Et pour la fête foraine, c'était pareil, donc on pouvait, tout le monde descendait au parc pour la fête foraine, et nous, on avait une vue imprenable sur les manèges. Ah C'était ouais. top, Ouais. c'était génial. Ah ouais, comme si vous étiez au village, mais on à était Paris, au village déjà, parce que comme encore une fois, on habite c'est le ça. village. Anna, on t'est présentée comme une showrunner. Oui. Tu as lancé une série Renaissance sur TV5. C'est ça qui Exactement. parle des addictions et de la réinsertion sociale. Exactement. Alors ça, attends, tu vois, c'est très vieux ça pour moi. 2020, C'est non en 2018 ou 2000, voilà, 2016, 2016. Voilà. Oui, ça c'était ma première création, ma première série. Et j'ai eu la chance de pouvoir créer cette série sur 10 épisodes et d'être accompagnée par le groupe pour lequel je travaillais à l'époque et une ONG, et 2 ONG d'ailleurs. Et oui, le but c'était de traiter de la stigmatisation des jeunes addicts à plusieurs drogues et ou aux opiacés, et de le raconter sur 10 épisodes avec des intrigues un peu thriller urbain. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par 2 scénaristes que j'ai formés à l'époque, Moussa Diallo et Dialika Sané, qui quelques années plus tard a endossé le rôle principal de la série Mandjak, qui est sur Canal+ en ce moment. qui est Que sur je vous invite voilà, à aller voilà. regarder. Voilà. Et ouais, donc oui, ma première série, c'est bien Renaissance pour TV5, et qui est disponible aussi sur Oui, qui est disponible sur YouTube, Ouais. Ah ouais. gratuitement. Oui. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir l'abonnement Canal+. Voilà. Donc j'irai voir, parce que j'ai pas été la voir. Et tu es aussi également engagée pour l'émergence de nouveaux talents, notamment féminins. Oui, alors ça justement, ça a commencé avec Mandjak, où j'ai lancé un grand concours qui s'appelait Talent de femmes à l'époque. Le but c'était de recruter des autrices, romancières, journalistes, scénaristes ou réalisatrices intéressées par l'aventure qui était celle de créer une œuvre de 6 épisodes de 52 minutes pour Canal+ Afrique. En fait, pourquoi pourquoi talent de femmes? Parce que tous les concours que nous avions organisés à l'époque précédemment, dans tous ces concours-là, on s'est rendu compte que la plupart des postulants étaient des hommes. Et que très rarement les femmes sur l'Afrique francophone, que nous disions, postulaient. Donc je me suis dit, attends, je vais faire un concours destiné aux femmes, peut-être que ça va les bouger un peu. Ça va faire bouger les choses. Ouais. Et effectivement, là, elles se sont manifestées. On a eu plus de 300 candidatures, etc. Là, on en avait une dizaine, une quinzaine, grand maximum. Donc, et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que il y a quand même un problème de légitimité de la femme dans ce milieu-là et de positionnement. Est-ce qu'elles se sentent concernées que quand on lance un concours féminin, qu'on les appelle, entre guillemets, quoi. Exactement, parce qu'autrement, ça ne bouge pas trop. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi la raison économique derrière, parce qu'une femme ou une mère, parce qu'en l'occurrence, il y avait beaucoup de mamans, quand elle s'absente, il faut quand même pouvoir subvenir aux besoins du foyer pendant cette absence-là. Donc en fait, on a proposé des résidences rémunérées, et je pense que c'est ce vers quoi il faut aller vraiment de plus en plus. Ce sont vraiment des résidences rémunérées où elles peuvent créer en toute quiétude. Sans se dire ça va enlever le pain de la bouche à mes enfants. Quoi. Exactement. Oui, c'est quand même plus confortable. Oui, c'est clair. Eh ben c'est super ça, cette initiative. Merci. Oui, pour les femmes et en plus quand même ciblée africaine là pour le coup. Oui, pour le coup, oui, parce que sur ce projet-là, en fait, le groupe pour lequel je travaillais à l'époque avait pour ambition de se développer à l'international. Donc du coup, dans ces projets-là, j'ai proposé la création d'un pôle Afrique. Et c'est comme ça qu'on a pu acquérir une société de production basée au Sénégal, une société de distribution aussi, et dont le siège était basé en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc on a pu former
produire et distribuer nos œuvres Waouh. via ce pôle Afrique. Et donc, le producteur vont chercher les financements pour réaliser la série. Bien sûr. Et qui sont les principaux donneurs de tous ces financements Alors, j'ai envie de dire que malheureusement, la plupart des fonds proviennent de l'Occident. Et pas encore assez du continent africain. En tout cas, pour l'Afrique francophone, Okay. celle que je connais. Ça tend à bouger. Maintenant, on a des chaînes, en Côte d'Ivoire, par exemple, hein, et au Sénégal, qui financent la production audiovisuelle. Mais il y a 5-10 ans, ce n'était pas encore le cas. C'est quand même un gros budget pour Oui, créer ce sont une des gros budgets. Et après, c'est vrai que un peu comme partout dans le monde, la culture, ça reste toujours le parent pauvre, entre guillemets, au sein d'un État. Mais tellement utile. Mais tellement utile. Que ça vaut le coup d'être pauvre, hein entre guillemets. C'est ça. On fait les choses, quand on est dans la culture, pas pour l'argent. Parce que très peu, en réalité, gagnent beaucoup d'argent. Mais on le fait parce qu'il y a une transmission à faire. Et on pense à la postérité. Ah bah, transmission, tiens. Hop. Allez, question sur la transmission. J'avais prévu ça à la fin, mais on va le faire de suite. Pourquoi est-ce important pour vous d'avoir écrit cette BD ensemble ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à la jeunesse, justement ? Parce que vous êtes beaucoup dans la transmission Alors, ancestrale. La transmission, parce que déjà, tout ce que notre mère nous a appris, la culture mandjak, ça fait partie de nous. Même si on est en France, on a grandi avec. On veut la transmettre à nos enfants parce que c'est vrai que le fait d'être en France, le quotidien, la vie, on oublie beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on en apprend tout le temps parce qu'on fait des recherches, parce qu'on demande ce qu'on peut raconter dans les livres, notamment dans la BD. Ouais. Et ne serait-ce qu'avoir un support, en tout cas, avec les images, ne serait-ce que verser l'eau. C'est des choses qui sont simples, mais il y a des choses qui se perdent parce que nous, nos parents viennent directement de là-bas. Nous, on est nés ici. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter ? Là, avec ce support, je pense que... Oui, ça reste écrit. Ça reste. Il y a des écrits, les enfants vont poser des questions et à chaque fois, on en parlera. Et du Puis coup, ça peut se transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes origines. Et puis, on apprend à d'autres personnes on montre la beauté de notre culture aussi. Ma fille, elle va vouloir verser l'eau tous les matins sur le pas de la porte, c'est sûr. C'est sûr. Déjà qu'elle fait des câlins aux arbres depuis petite, que je lui dis embrasse les arbres. Parce que moi, depuis petite, les arbres, c'est très important. Donc, je lui disais toujours, c'est un arbre, c'est vivant, il faut communiquer avec. Je crois beaucoup en l'esprit de la nature, des ancêtres, etc. Même si je ne suis pas de la même origine que vous. Ouais, t'es un peu mandjak, alors. Mais c'est ça. Mais d'ailleurs, quand j'étais en Afrique, je me suis dit, mais en fait, je me suis née dans le mauvais pays. Moi, il y a un problème là. Et le fait d'avoir plusieurs cultures, du coup, parce que, comme vous dites, vous avez été élevé par votre maman qui vous a transmis la culture mandjak. En même temps, vous avez grandi à Paris. Est-ce que ces différences de culture, c'est une source d'inspiration pour votre créativité ? Oui, quelque part. Tout ça. Quelque part, oui, parce que quand on le retranscrit dans la BD, déjà ça sonne bien, ça parle à tout le monde, parce qu'on met des mots de Jones. C'est ça, voilà. C'est ça. Et ça passe. Et ça montre l'universalité. C'est pas ennuyeux du tout. C'est ça, déjà. Non. Et puis, ça montre un peu l'universalité. Enfin, je veux dire, les enfants du monde entier peuvent se reconnaître dans Lilani, sa bande de cousins, bien qu'elle soit au fin fond d'un village en Guinée-Bissau. Donc, ça fonctionne. Moi, j'adore le passage où il y a le petit qui pique le truc de peinture là, de Lilani qui tombe dans le puits. Kémy. Encore un Kémy. Oui. Où il y a la déesse de l'eau. Exactement. En fait, le truc, c'est que, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est... les inspirations et le fait qu'on ait cette double culture, c'est que on s'est profondément inspiré de ce qu'on a vécu, imaginé, inventé dans notre enfance à Mantes, à Mantes-la-Ville, et on l'a retranscrit, facilement en réalité dans un village mandjak. Tout ça pour dire que toutes les jeunesses du monde finalement se ressemblent. Ben bien sûr. Et ça n'a pas été compliqué. Après, on a inventé des choses, on a inventé pas mal de choses, on n'a pas fait toutes ces bêtises. Mais c'est vrai qu'on s'est d'abord inspiré. C'est clair. Là, c'est des dictionnaires qu'on aurait eu à lire.
Mais oui, voilà. Donc, en gros, on s'inspire de ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu nous raconter aussi du village. Oui. Parce qu'autant moi j'ai pu aller en Guinée, Yaman n'y est pas allé, mais ça a été facile d'inventer des histoires dans un village parce que l'imaginaire et la visualisation qu'on a du village est tellement forte qu'on a l'impression d'y avoir vécu. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi le format de la BD. Le genre de la BD, parce qu'il y a une immersion qui est faite dans les villages, avec les couleurs. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on montre quelques images. Oui, là. avec ce sable rouge qui identifie et qui est bien propre à nos... couleurs, là, voilà, à nos paysages. J'aime beaucoup le personnage. De quel J'aime beaucoup le vieux, là. Tu sais, Nantoy. Ouais, alors ma fille, au début, elle voit... Attends, il est où, ce vieux, là? Bah, juste derrière, vas-y. Quand Non, il va va voir... C'était avant. C'était va pas aller avant. voir, C'est lui, là. Ouais, Avec les lunettes de soleil. Voilà. Mais là encore, il fait cool avec les lunettes de soleil. Mais au début, la première image, ma fille, oh là, c'est un méchant, lui, il me fait peur et tout. Et en fait, il est super sympa. C'est juste le vieux relou. Oui, c'est ça. Du Mais village. on connaît tous Regarde, des vieux relous. Regarde. Voilà, là, il fait flipper, là. Là, il fait Nantoy. flipper quand même. Bah oui, on n'a pas le droit d'aller dans le bois sacré. Bah oui. Et il leur dit, ah bon, ok, allez-y, vous verrez. Ouais, n'entrez surtout pas dans le bois sacré. Les ancêtres ne supporteraient pas que vous profaniez cet endroit réservé aux initiés. Voilà. Alors, les initiés aussi. Ça, c'est un mot très africain. C'est vrai que c'est les aînés de la famille qui sont initiés en premier, et en l'occurrence les hommes. Pas ou forcément les aînés. Non, parce que tu sais, on a ce qu'on appelle nous le Ogarotchak. C'est une initiation des garçons D'accord. qui est réservée aux garçons. Et ça se passe tous les 30 ans. Et 20 quel que soit... Ou 20 ans, 20 je ans, sais c'est plus. bien. Et quel que soit l'âge de votre fils, eh bien, il faut qu'il le fasse au moins une fois dans sa vie. C'est-à-dire D'accord. que si ça se passe en 2000 et que ton fils a 25 ans, eh bien, il faut qu'il vienne. S'il a 3 ans, ce sera bien qu'il vienne aussi. D'accord. On n'aura pas à le refaire une deuxième fois. Maintenant, Ouais. si tu vas attendre 20 ans plus tard, attends 20 ans plus tard, mais au moins, c'est fait. C'est bien de le faire. Ouais. Nous, en tant que filles, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Eh non. C'est secret. C'est secret Et d'homme. Mais il y a cette grande fête qui se passe à la sortie du bois, où tout le monde est habillé vraiment en tenue traditionnelle, etc. Et toutes les femmes et toutes les mères, C'est la fête. toutes les sœurs attendent la sortie du bois sacré après plusieurs jours passés dans ce fameux lieu magique, secret. Et donc voilà, donc ces enfants-là, espiègles, vont aller titiller un petit peu la partie. Oui, c'est du leur bois curiosité français. qui est oui, trop forte. Bah, exactement. comme tous les enfants du monde C'est entier. Ils sont curieux de découvrir plein de choses. Alors, votre parcours, comment vous avez fait? On va commencer par toi, Anna. Qu'est-ce que tu as fait comme études ça faisait longtemps que tu voulais être réalisatrice, scénariste? Ah, eh bien, moi j'aime bien rappeler que quand j'étais très jeune, en CM1, j'ai demandé une machine à écrire à D'accord. Noël comme cadeau. Parce que je voulais matérialiser ou faire un peu plus pro sur mes écrits. Donc j'ai eu cette machine à écrire et j'ai pu écrire ce que j'écrivais sur mes cahiers. Et il se trouve qu'en fin d'année, j'ai eu l'autorisation de créer le spectacle de fin d'année en CM1. Donc Trop j'ai bien. tout tapé à la machine à écrire. J'ai fait les castings. J'ai Ah ouais, créé les déjà en décors. CM1. Bah oui, j'ai créé Incroyable. les décors, j'ai créé les costumes aussi. Et j'avais recruté plein de villageois. Et c'est comme ça que le casting s'est fait. Et c'est comme ça qu'on a pu faire une représentation en fin d'année. Et tu as des images de ça? Non, je n'ai pas d'image de ça, malheureusement. Oh, c'est J'ai dommage. pas d'image de ça. Mais ça avait tellement marché. Et le public avait tellement adoré qu'on m'a demandé de faire la partie 2 en CM2. Donc en D'accord. CM2, T'as la refait partie pareil. 2, voilà, j'ai fait la suite. Ça s'appelait Voisin-Voisine. C'est une comédie. Et en CM2, eh bien, j'ai tapé la suite pour le spectacle de fin d'année. Donc en fait, ça a commencé très tôt. Ah oui, très jeune, ouais. Ça a commencé très jeune. Et du coup, mon parcours, après, j'ai fait bac littéraire. Ensuite, moi, je suis très dans le côté pratique et concret. Donc, j'ai fait ensuite un BTS, mais assistante de direction, donc il n'avait rien à voir. Mais comme je dis souvent, il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai fait assistante de direction.
Et ensuite, j'ai fait Un stage. Non, mais j'ai fait 2 ans en maîtrise de management, gestion et management d'entreprise. Et à la suite de cela, j'ai travaillé chez TF1. D'accord. Donc, je me souviens encore, comme dit, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Je me suis pointée à la boîte d'intérim. Et je venais d'avoir mon diplôme et ils me disent, bon voilà, dans quel genre de boîte vous voulez postuler? Et moi j'aurais dit, moi j'aimerais bien une grande entreprise, etc. Je voyais le truc en grand. Et elle me dit, oh, bah, vous savez, c'est pas toujours qu'on a des appels de grandes entreprises, etc. Et pendant mon entretien, l'administratrice qui était en face de moi reçoit un coup de fil de la DRH de TF1. Et en lui disant, voilà, on est à la recherche d'une assistante pour le pôle fiction. Voilà, elle est en face de voilà. moi. Et la nana me dit, ah ben voilà, j'ai la candidate qu'il vous faut. Idéal. Et du coup, je pars en entretien et je reste 8 ans. Étaient là, voilà. Les étoiles, les ancêtres, tout était aligné. Ah ouais, c'est fou. Et c'est comme ça que j'intègre TF1 pendant 7-8 ans, quoi. Super. Ouais, et au service de la fiction. Donc comme quoi, et puis c'est là que j'apprends à lire les scénarios, parce que j'assiste certes ce qu'on appelait à l'époque les producteurs, donc c'est responsable artistique, mais à chaque fois je suis là, j'ai plein de questions. Tiens, mais comment vous analysez un scénario, etc. Qu'est-ce qui fait que vous le retenez, et quel est le dossier idéal pour vous, typique, machin. Donc on m'a tout appris. Et ensuite, il y a quand même un petit plafond de verre, c'est-à-dire que bon, t'es bien gentille, tu vas pas passer producteur maintenant. Laisse ça à ceux qui ont fait la FEMIS, etc., etc. Et moi, je m'étais renseignée, je me suis dit, la FEMIS, repartir sur les bancs de l'école, non, ça c'est pas mon truc du tout. Donc après TF1, je suis partie. J'ai fait 1 an de télé pour IDF1 où j'étais animatrice télé. Et ensuite, j'ai intégré. Tu as animé quoi? Alors c'était un show. Alors d'abord j'ai fait tout ce qui était circulation météo. D'accord. Pour IDF1 parce que la TNT naissait à l'époque. Eh oui. Et ensuite j'ai animé une émission. C'était une quotidienne dans l'après-midi avec Patrick Puydebas. Donc on avait un invité à chaque fois et je préparais mes questions, machin. Bon, ça a duré 1 an. C'était trop bien. C'est bien déjà d'avoir top. pu faire ça. Ah mais c'était génial, moi je me suis régalée. Après j'ai pris une année sabbatique et après j'ai pu retrouver mon ancien boss de TF1 qui s'appelle Takis Candidis chez Lagardère. Donc j'ai vu comme que tu avais travaillé pour le groupe Lagardère. Exactement, et c'est comme ça que je passe maintenant, je passe du côté de diffusion à l'antenne et maintenant production. Donc chez Lagardère. En fait, tout s'enchaîne, quoi. Tout s'est fait assez naturellement, finalement. Et naturellement, à chaque fois, d'une manière assez fluide. T'as pas trop dû te mettre en mode guerrière? Ou si, des fois, quand même? Non, pas forcément. Pas forcément. Ah, non. Ça s'est fait vraiment de manière très fluide. C'est, tu sais, quand j'ai intégré Lagardère, j'avais dealé avec mon boss. Je lui ai dit, OK, moi, je veux bien être ton attaché de direction pendant 2 ans. Mais au bout de 2 ans, il faudrait que je fasse autre chose. Donc, faudra pas me refuser les formations que je vais vous demander, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, et j'ai pu faire ma formation au conservatoire. Il a tenu parole. Ah bah oui, ouais, complètement. Et ensuite, j'ai créé le pôle Afrique, et ensuite. Ah ouais, trop bien. Hein. Voilà. Oui, parce que vous ennuyez vite toutes les deux, hein. Oui. Vous aimez bien. Mets ton micro, hein. Toi aussi, tu t'aimes bien avoir. Il faut du changement, il faut que ça bouge une fois que j'ai fait le tour. Oui, toi, t'as fait plein de choses. Plein de boulot et pareil, j'arrive pas à rester en place. Une fois que je m'ennuie, c'est... Qu'est-ce que je vais faire après, quoi? T'as envie, c'est ta curiosité, c'est l'envie d'apprendre? C'est l'envie d'apprendre autre chose. Je peux pas faire des choses qui sont redondantes, en fait. Il faut que ça bouge, il faut que j'apprenne tout le temps de nouvelles choses. Tout le temps. Et là, je trouve que la curiosité et l'envie d'apprendre, c'est quand même un point important dans la créativité. Vous êtes d'accord? Parce que toi, ça a été fluide, là, tu me racontais ton histoire, mais tu as posé plein de questions quand tu es rentrée chez TF1. Comment vous analysez un scénario? Tu posais plein de questions. Bah oui, en réalité, on se forme encore. Ah oui. Et moi, les formations, j'adore ça. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai, en plus, moi, j'adore apprendre. Donc, j'avais toujours un tas de questions, tout le temps. Et puis j'aime bien discuter avec les gens, enfin en savoir plus sur eux. Tiens, quel a été ton parcours, pourquoi t'as fait ça, voilà, comment t'en es arrivé là, etc.
Et à chaque fois, tu rencontres des gens incroyables avec des histoires extraordinaires. Ah donc, ouais, ça, c'est inspirant, quoi. Ah oui, oui. Et Yama, toi aussi, t'as été dans l'administratif, comme ta sœur. Administratif, mais pas. Bon, c'était rien à voir. Hein. Moi, c'est des petits. Comme je te dis, c'est des métiers alimentaires. J'ai travaillé en banque. Enfin, en fait, on me retrouve toujours là où on ne m'attend pas. Et que ce soit dans le social, un jour où je pourrais être dans un restaurant. Là, enfin, à chaque fois, on me dit, mais tu nous sors des choses, on ne comprend pas. Parce que je t'ai vu, tu travaillais dans le social. Après, je t'ai vu à la banque. Enfin, t'as fait des études pour aller à la banque? Non, non, mais c'est pas grave, j'y arrive. J'y arrive et voilà, en fait, on m'a toujours appris, en tout cas, je sais que mes sœurs m'ont dit, faut jamais se dire oui parce que t'es noire, parce que ceci, faut pas aller là. Ça, c'était interdit. On n'avait pas le droit de se dire ça. Ah, ça, c'est bien, ça, comme C'est transmission. interdit. Moi, je sais que ma sœur, ils m'ont toujours ça, tu ne dis pas ça. Tu fais les choses. Et effectivement, on fait les choses, on y va. Faut pas se poser de questions, faut pas avoir peur. Faut y aller. Et le fait d'avoir eu ça comme transmission, là, est-ce que, du coup, tu as senti du racisme ou pas dans ton parcours? Il y en a eu, il y en aura toujours, mais... Mais est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu. Ah oui, tu l'as déjà vu. Envers toi? Attention, oui. Oui, tu prêtes pas attention, Pour tu moi, traces. C'est pas important et il faut pas lui donner autant de place parce que les choses, ça dépend de l'importance de ce qu'on leur donne en fait. Oui, Si c'est tu sûr. donnes de l'importance à quelque chose de négatif, tu verras que du négatif. C'est ça. Donc pour moi, non, je peux même le prendre avec le sourire. En plus, tu peux pas pas te voir, hein, parce qu'elle fait 1m80 là. C'est un grand bébé. Hein. Du coup, tu pouvais pas te faire discrète, tu vois. J'aurais tellement aimé une petite discrète. Non, mais moi, non, elle est black, elle fait 1m80. Voilà, allez, on y va. Je vais faire tomber mon téléphone ou mon sac. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Après, l'enthousiasme, parce que c'est ce qui vous réunit, je trouve beaucoup. Vous avez toujours le sourire, vous êtes très enthousiaste. Je trouve que c'est vraiment une valeur importante pour réussir dans la vie. Tu vois, parce que même si en face de toi, tu as quelqu'un d'aigri, c'est dur de rester aigri quand en face, tu as un soleil, tu vois. Je trouve. Après, notre mère, elle nous a toujours dit. Hein. Elle a toujours voulu qu'on soit bien tous ensemble, les cousins, les frères et sœurs. Pour elle, c'est important. À chaque fois, elle nous disait, moi, demain, si je suis plus là, il faut que vous soyez toujours ensemble, soudés. Solidaires. Que vous rigoliez ensemble, qu'il y ait une très belle entente, que ce soit tout ce qu'on a vécu petit, quoi, qu'on soit tous ensemble. Et comme le disait Yama, c'est vrai qu'on a vécu, on va dire, pas forcément que en mode famille nucléaire. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus élargi. On a toujours vécu avec nos cousins et nos cousines de Vernon, nos cousins germains, et on a toujours formé le même bloc depuis bébé jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, nos enfants... voient leurs cousins. Ils voient leurs cousins régulièrement. D'ailleurs, ce sont les cousins, les 5 cousins. Ouais. C'est nos enfants et les enfants de nos cousins germains. Ils font les 400 coups, là. Et ils font les 400 coups. Donc, ce sont les visages dont on s'est inspiré pour créer les personnages. Les visages, de cette Elie Lani, cousine. c'est le visage de qui? C'est ma fille. Non, le visage de ma fille. C'est le visage de ta fille, voilà, Lani, d'accord. Exactement. Le prénom de la fille de notre cousin germain. Et les autres têtes, ce sont les cousins. C'est vraiment une bande de cousins germains, quoi. Ah, c'est trop bien. Et le vieux monsieur, là, qui fait flipper. Lui, on l'a inventé. C'est un nom qu'on utilise. Hein. Et la déesse de l'eau, là. Voilà, ça, c'est ça, c'est inventé. C'est de la fiction, c'est des visages vraiment créés par notre superbe illustrateur Omar. Qui est basé beau, et c'est génial parce que la manière dont on travaille, tout à l'heure tu posais la question, c'est autant moi je suis à Paris, Yama est à Marseille, donc il y a cette petite distance on va dire, mais qui n'existe pas parce que maintenant on fait tout, vous êtes en visio, voilà exactement. Mais l'illustrateur lui est basé au Sénégal. Donc lui il vit à Dakar, Omar Diop, et à chaque fois il nous régale avec ses croquis, etc. Donc très on fait fort, des points avec lui et avec la maison d'édition, la directrice artistique, les coloristes, l'éditeur, la directrice de la communication. Enfin, il y a toute une équipe. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on a beaucoup de chance d'avoir toute cette équipe derrière nous, quoi. Ah oui, de talent. Ouais. Parce que vraiment, elle est très très belle, hein, la BD. Vous en êtes au 2e tome. J'imagine que le tome 3 est en écriture. Oui, ça y est, c'est lancé. Pas.
Ouais, bah non, et c'est pareil, on va se régaler parce qu'on va encore bouger, etc. Donc, Et alors, comment vous trouvez vos sources d'inspiration? Quand vous créez, c'est quoi votre méthode? Vous êtes plutôt organisé, discipliné, instinctive, les trois en même temps? Comment vous êtes? Moi, c'est beaucoup de l'instinct. D'accord. J'ai une idée qui va jaillir. Ouais, Déjà, on va aborder des thèmes, on va se partager des thèmes. ouais, On doit faire 4 histoires par tome, donc elle va choisir 2 thèmes à aborder, moi 2 thèmes à aborder, ceux qui me parlent le plus en général. On écrit nos histoires, ouais. on fronte nos histoires, donc on... Deux thèmes que vous avez choisis, c'est ça? On échange nos histoires, on rajoute notre petite touche s'il y a à ajouter, et puis après on envoie tout à l'éditeur. Et avant de sortir la BD, est-ce que vous la faites lire à des gens qui n'ont rien à voir avec l'édition? Par exemple, votre famille ou... de temps en temps, on a fait lire à nos filles, à ma fille et notre nièce qui ont 13-14 ans. D'accord. Et elles nous ont fait des petits retours, etc. Qui Donc, ont pu vous aider des fois dans l'écriture? Oui, ou après on peut se dire, tiens, peut-être que ça c'est pas clair, parce qu'elles vont dire, oui, mais pourquoi on est passé de ça à ça, ou j'ai pas compris. Donc faut peut-être du coup remettre un petit commentaire ou réorienter un dialogue, par exemple, ou le supprimer, parce que si ça prête plus confusion qu'autre chose, parfois il faut juste s'en séparer. Parce que la cible, c'est quel âge? Bon, ma fille, elle a 10 ans, elle a adoré, donc 10 ans, c'est possible. De 6 à 11-12 ans, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'après, à partir de 12 ans, on lit déjà un petit peu autre chose. Mais au moins pour le fun, parce que c'est aussi adressé aux adultes, en réalité. Moi, je me suis régalée. Voilà. D'avoir 12 ans. Hein. Mais oui, parce que les adultes retombent en enfance. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment d'âge, parce qu'on tombe dessus, on regarde et on lit. Ça fait sourire, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Donc, on a tous des histoires où on a partagé des aventures avec nos cousins ou nos frères ou nos amis, si on est enfant unique. Si on est enfant unique, comme moi, par exemple. C'est vrai. Alors, comment... Ah oui, c'est ça, parce que tu parlais des idées. D'un coup, tu as une idée, toi. Comment elle naît, cette idée? Déjà, les idées naissent aussi des souvenirs. D'accord. Parfois, ils sont dans un village, on habitait au village. Moi, je sais que... moi, je suis la dernière de la fratrie. D'accord. Moi, souvent, mes sœurs m'emmenaient tout en haut de la maison. Et pour pas me surveiller, elles couraient pour pas que je les retrouve et que je les suive. Ah ouais. Dehors, par exemple. On lui disait, tiens, il y a je sais pas quoi là-haut. Voilà. Et puis elle montait, et puis nous, on redescendait en courant. Elle montait dans la 3e chambre du 3e étage. C'est des histoires qu'on peut remettre en BD. Et quand il y a des fratries, ça arrive souvent, les petits derniers, je peux comprendre. Ah ouais. On va nous garder, c'est ça. On voit qu'Anta, ses parents sont en Europe. Oui, au Portugal, non? Ils sont. Ouais. Exactement. Et ils reviennent la voir des années après. Oui. Et elle veut rester au village. Elle veut rester au village. C'est ça. Ouais. C'est des choses qu'on retrouve souvent en Afrique. Donc c'est des choses qu'on connaît, qu'on nous raconte, ou alors on a toujours vécu avec une cousine germaine qui vivait à la maison comme une sœur. C'est ça, oui, il n'y a pas de distinction de finalement de... Le traitement, en plus, est le même, donc... Sœur, frère, c'est... Voilà. D'ailleurs, ça s'est un peu vulgarisé aussi en Occident, parce que souvent, maintenant, tu as vu les jeunes, oh frérot, alors qu'ils ne sont pas frères du tout. C'est vrai, hein? Ouais. Ma vie, le sang. Voilà. Le sang de la veine. Ça vient de là, ça s'est dilué tout ça. Mais ça fait du bien quand même. C'est vrai, hein? Est-ce que vous avez des rituels créatifs? Exemple, faire couler un petit café ou préparer un thé, parce que vous n'êtes pas café, vous plutôt tisane, un bureau bien rangé ou alors c'est le bordel. Vous voyez, est-ce que vous avez des petits rituels comme ça? Alors, vas-y. Pour écrire? Oui. Moi déjà, j'ai la terrasse, j'ai la chance. J'aime travailler dehors. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que quand on préparait, quand on écrivait des histoires avant que ce soit pour Mélanie, je sais plus si c'est toi ou une amie à moi qui me disait, mais tu iras vivre au bord de la mer et tu pourras écrire tes histoires en face de la mer. Et c'est ce qui se passe? C'est ce qui s'est passé, parce que je suis arrivée à Marseille et ça m'arrive d'écrire au bord de la mer. Ah, c'est fou ça. Et ça, on te l'a dit bien avant que ce soit le cas. Et t'écris sur papier. Et j'écris d'abord sur papier. Ouais. Je suis obligée d'écrire sur papier. Ok. Et toi, c'est quoi tes petits rituels? Alors, moi, pareil, c'est les carnets. Moi, j'adore. Il faut d'abord, je trouve, le bon carnet. Ouais. Je lis le bon carnet pour tel projet, telle histoire, machin.
Et après, quand il fait beau, c'est vrai que je suis sur ma terrasse aussi. Ouais. Moi, j'habite au sud de Paris. Ouais. Et je suis bien exposée. Pas beau souvent. Non, mais je suis bien exposée. Alors, quand il fait beau, là, je sais qu'en rentrant, je vais me remettre sur la terrasse. Et en plus, j'ai besoin de mon parasol parce que tu sais, je suis tellement bien exposée que j'ai besoin de me protéger. mais j'ai ma petite tisane, ma petite infusion, etc. Et sinon, c'est le soir. J'aime bien le soir quand tout est calme. J'adore écrire la nuit, moi. Ouais. J'adore écrire la nuit. Une fois que ma fille s'est endormie, eh bien, que la maison est au calme. Exactement. Et je me mets ma petite Alexa, là, ma petite musique d'ambiance. Et j'écris. Ça dépend de ce que je dois transmettre comme émotion. D'accord. C'est, par exemple, pour une petite anecdote, on m'avait posé une question un jour sur les séquences fortes de Mandiac. Et je leur disais, eh bien, je mettais Alexa à fond. Et j'écoutais, par exemple, certains titres de Alicia Keys. Et il fallait que je mette à fond. Et que je me mette dans un état où émotionnel, voilà, j'avais besoin par exemple de pleurer ou de quelque chose, et ben je mettais cette musique à fond et je me mettais dans l'état et je me mettais dans le personnage et là ça me venait, je dis voilà, il faut qu'elle fasse ça et qu'elle dise ça, voilà. Ah, c'est génial. Et là j'étais dedans. mais j'ai besoin d'être accompagnée parfois par de la musique. Là par exemple, je travaille sur une animation pour France Télévisions. D'accord. Sur des scénarios. Et j'aime bien mettre en fond sonore un dessin animé. Et là, dans les 5 prochaines années, vous vous voyez où toutes les deux ? Quel est le rêve que vous avez envie de réaliser, que ça soit en personnel ou en créativité pour le travail ou... Moi, j'avoue que j'arrive pas à me projeter. C'est trop loin, 5 ans. Même pas. Même si tu me dis demain, Qu'est-ce que tu fais demain ? Non, je sais pas. Freestyle. Et je laisse la vie venir. Je l'accueille. Ouais. Et je prends ce qu'il y a de bon à prendre tout le temps. Et est-ce que ça, je suis jamais déçue. Ça, donc t'es pas en attente ? Pas du tout. Et est-ce que tu veux quand même continuer à créer, justement, à écrire ? Ça, j'aime faire ça. Oui, donc tu te vois dans les 5 prochaines années continuer à écrire. Ça a été intégré, en tout cas, ça a été intégré à mon quotidien. Parce que pour moi, c'est normal, en fait. Oui, c'est une routine de vie, en fait. C'est devenu normal. Vivre une histoire, un peu comme Lilani, ou la lire, c'est entrer dans une expérience. Donc, c'est ce qu'on veut partager. Eh oui. Ouais, c'est le plus beau, c'est la passion, en fait. Voilà. Ouais, après, si alimentairement ça suit, c'est encore mieux, quoi. Est-ce que vous avez eu des obstacles une anecdote sur un obstacle qui vous ont vraiment atteinte, mais en même temps fait avancer dans votre développement personnel, dans votre construction ? En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir un boss qui un jour m'a dit tu verras, dans ce milieu-là, on va te fermer les portes. Mais alors, 9 fois sur 8. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Mais par contre, le jour où une petite fenêtre s'ouvre, et si la fenêtre n'est pas ouverte, le jour où une petite brèche se forme, il faut que tu t'engouffres. Parce que tu n'auras pas de regrets. Et du coup, je me suis toujours dit qu'en réalité, les obstacles ou les non, quand on te répond non, en réalité, il y a déjà autre chose derrière. Parce que je vais la trouver, la brèche. C'est pas grave. Tu peux me dire non aujourd'hui, je vais pas lâcher. Que tu diras pas oui demain, quoi. Exactement. Et peut-être que c'est parce que c'est toi qui es à ce poste-là aujourd'hui et que tu peux te permettre de me dire non, pour des raisons qui sont légitimes ou non. Mais tu ne resteras pas indéfiniment à cet endroit-là. Sauf que moi, mon projet, je le garderai indéfiniment et je le ferai. Donc, tu vois, la personne qui est là et qui a la clé de la porte, elle ne sera pas là tout le temps. C'est toi, ce que tu as dit là, c'est que mon projet, je le garderai pour moi indéfiniment. Donc, ça veut dire que ça, il ne pourra pas te le voler, quoi. Exactement. Il ne pourra pas te le prendre. Ouais. Et toi, tu as eu des obstacles Oui, mais... Je sais pas, moi... Toi, ça a l'air de glisser, hein. En fait, c'est ça. Hein si c'est pas ça, c'est que ça ne devait pas être ça, quoi. Et ça sera autre chose, tout simplement. Et pourquoi toutes les deux, d'un coup, vous êtes associées là ? Parce que vous êtes 6 en tout, c'est ça ? Oui. Dans la famille ? Parce qu'un jour, je suis tombée sur les écrits de Yama.
parce qu'elle avait toujours plein de carnets, etc. Et un jour, en rangeant, je suis tombée sur ces cahiers que j'ai commencé à lire. Et je me suis dit, mais elle a un truc, Emma. Et du coup, je lui ai dit, tiens, je suis tombée sur tes cahiers, j'ai lu des petits trucs. Et j'aime bien ta manière d'écrire. J'aimais bien, c'était très aérien, etc. Et c'était doux aussi. Et il y avait un peu de tout. Il y avait des histoires, il y avait des poèmes, il y avait des chansons. Elle avait tout un tas de styles d'écriture différents. Et je lui avais proposé, en plus c'était bien avant Lilani, tiens, tu voudrais pas qu'on écrive ensemble une animation, on peut écrire un projet de dessin animé. On a commencé à l'écrire, on a été loin, et finalement, je sais plus sur quel projet m'est tombé dessus, et on l'a mis de côté. Sauf qu'entre-temps, je reçois la proposition d'Editis. Tiens, on est en train de créer une maison d'édition, Saraba, au Sénégal, et on est à la recherche d'ouvrages pour la jeunesse. On est tombé sur votre série Mandjak. Est-ce que ça vous dirait pas de créer c'est fou, ça, un ouvrage toujours dans la culture Mandjak, parce qu'ils avaient vu les 6 épisodes, mais destiné à la jeunesse. Donc j'en parle à Yama, je dis tiens, il y a une opportunité là. Et si on proposait un ouvrage, mais sous forme de BD cette fois-ci. Et donc voilà. Et c'est comme ça que Lilani est née. Et voilà, tu vois, t'as bien fait d'écrire tous ces trucs que ta mère te disait écrit si t'as peu rien à lire dans tes cahiers. Voilà. Elle a été curieuse de lire ce que t'écrivais, mais bon, des fois ça a du bon, la curiosité. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer dans l'écriture ou dans la réalisation de scénarios, de séries, de films? Qu'est-ce que vous leur... Alors jeune, moins jeune, et j'ai envie de dire, de dire les mamans aussi, hein, parce que nous on est mamans, on a notre quotidien, on a beaucoup de boulot aussi à côté. Mais c'est de se dire que il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler et il faut croire en ce qu'on fait. Ouais. Et se dire que on est les seuls maîtres de ce qu'on fait et de nos croyances. Donc, si tu vois ton projet derrière les obstacles, eh bien, c'est qu'il y ira. Si tu ne vois que les obstacles, eh ben, tu verras jamais ton projet. Tu vois plus le projet. Ouais. Exactement. Donc, tu fais beaucoup de visualisation. Ouais, je suis dans l'image. Visualiser, mais que dans le positif. Ouais. De voir le bout de son projet. Et fini. Et d'aller sur la voie du projet fini. Sans regarder les à côté, Voilà, vraiment se focaliser sur le but. Et qu'on peut tomber, en fait. On peut tomber. On a le droit d'avoir... D'ailleurs, il faut tomber. Ça fait du bien de tomber. On est tous tombés, de toute façon, pour apprendre à marcher. C'est ça, exactement. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal de tomber. Ça arrive, en fait. C'est un accident, c'est pas grave. On se relève et on continue. Est-ce que des fois, c'est pas des fois positif même de tomber? Est-ce que ça donne pas des fois d'autres idées? Mais oui, parce que ça permet de se remettre en question, de tomber. Donc, et l'ego, à quelle place, là, du coup, par rapport à la remise en question? Moi, j'avoue que je me remets en question tout le temps. Oui, t'as pas de problème avec ça. Non, tout le temps. De reconnaître que là, c'était pas le bon truc et tu changes. Bah oui. Ouais. Moi, c'est un peu dur, parce que je me dis... Non, mais c'est vrai, parce que je me dis, mais non, mais je suis sûre que c'est ce qu'il faut faire. T'es un peu plus butée. Ah bah oui, moi, je suis butée, je suis têtue. Et après, mais avec le temps, j'arrive à prendre du recul. Mais c'est vrai que je mets du temps. Je mets du temps parce que je me dis, je suis sûre que c'est ce qu'il faut faire. Je suis sûre que c'est la voie à prendre. Je vis le truc tellement entièrement que je me dis, mais non, je peux pas changer cette virgule. Parfois c'est très dur. Je peux pas changer cette... Ben non, j'ai mise là et je t'assure que c'est ce qu'il faut faire. Parfois ça marche et parfois ça marche pas. Et là tu dis ah bah ouais, peut-être que j'aurais dû. Mais on trouve toujours le moyen de rectifier le tir. Après c'est vrai que mais pour être honnête aussi, j'écoute beaucoup. Ouais. J'écoute beaucoup. Ça veut pas dire que je vais changer ce que j'ai proposé, mais en tout cas, je vais prendre en considération ce qu'on m'a dit. T'écoutes vraiment, quoi. J'écoute vraiment. Voilà. Ah oui. Et après, ça fait son chemin inconscient. Exactement. Parce qu'encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, parfois, ça peut t'amener vers une autre idée à laquelle tu n'as pas pensé et qui est meilleure, en fait. Eh oui. Vous entendez bien? Après, déjà, c'est ma grande sœur, donc... ah oui, mais ça, c'est pas parce que c'est ta grande sœur. Elle écoute. Voilà. T'as vu? T'es obligé. Non, après... Est-ce qu'il y a ce rapport hiérarchique quand vous créez ensemble ou pas du tout?
Bah après, elle a plus de technique que moi. Moi, j'apprends, t'apprends aussi Elle a plus certaines choses. d'expérience. Elle a plus d'expérience, plus de technique. Moi, et puis je sais faire la part des choses. J'écoute, Mais ça j'apprends. n'empêche pas que toi, tu peux avoir des idées auxquelles elle n'aurait mais pas j'ai pensé. des idées. Complètement. Ah Ouais. oui, J'ai non, des je respecte idées. son Ah bah texte, l'histoire qu'elle a voulu Voilà. raconter, mais parfois je vais lui dire, bah tiens, tu sais que si tu poussais un peu plus ce personnage ou cette intrigue-là, ça te mènerait peut-être vers ça et ce serait peut-être plus rigolo, etc. Et Voilà. c'est plus dans ça. Mais je vais pas lui dire non, ça, on Ah bah oui. coupe. Et heureusement. Après, moi, c'est vrai que là où je suis un peu plus dure, entre guillemets, c'est parce que j'ai peut-être un peu plus d'expérience. Et c'est vrai que je vais la traiter comme je traiterais n'importe quel scénariste. Ce n'est pas parce que c'est ma sœur Ouais. que je vais être plus bienveillante, par exemple. C'est ça. Quand on Même a... pire, non Mais parfois, ça peut être pire, parfois pire, parce que je Il y a veux cette justement la familiarité. tirer tellement vers le haut Ouais. que C'est parfois ça. c'est pire. Ouais. Ah ouais. Ah C'est oui, vrai. oui, non, mais et ça, je le sais. Hein, Ouais. des fois, elle me dit, ouais, mais là, t'as été dur. Et je dis, ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il faut que tu. Et je lui dis toujours, si je suis pas là demain, Ouais. il faut que Lilani continue. Ah oui. Et moi, j'accepte parce que je sais que de toute façon, elle est bienveillante avec Oui, moi. c'est pour ton bien. Qu'elle, ouais. que j'ai confiance en elle aveugle et que tout ce qu'elle m'apprend, c'est pour moi, c'est pour Lilani, c'est pour tout. Et moi, je suis fan de ma sœur et voilà. Non, c'est vrai. Alors, on va faire un petit jeu. Vous allez tirer un papier. J'en ai rajouté en plus. J'ai rajouté des citations Mandjak dedans. Alors, je sais pas si vous allez tomber sur ça, mais en tout cas. Vas-y, Emma. Alors, nous créons ce que nous sommes. Ça tombe bien. Alors, ça te parle? Bah, ça me parle. Parce que c'est pour ça que je ne prévois pas sur 5 ans. Parce que ce qui devra arriver, arrivera. Lilani devait arriver. On devait l'écrire. Toute notre vie, depuis qu'on est né, notre parcours, notre mère, notre histoire, bah ça résume à ça. On Ouais, en cette arrive création, est-ce que vous êtes quoi? c'est l'extension de ce que nous sommes, de notre famille, de notre histoire, de notre culture, de notre double culture. Mais c'est tout ce qu'il y a dedans. Et moi, toi, j'ai qu'est-ce que t'as tiré celui qui écoute les anciens marche sans tomber. Alors, ça, c'est une citation Mandjak que j'ai trouvée. Ça, c'est moi, Jack. Et c'est marrant parce que ça reflète un peu ce que tu viens de dire Oui, il y a et ce qu'il y a quelques minutes écrit. aussi. C'est vrai, hein. Ils sont déjà passés par là. Donc, ils ont déjà l'expérience avant nous. Donc, écoutons-les. Eh oui. Et Ça on nous tombera évitera pas. de tomber, ouais. Et surtout, ça fait aussi penser à la dédicace sur le tome 2. Oui. C'est quand on dit écoutez vos mamans. Elles savent. Donc en fait, nous, notre mère a tracé quelque chose, consciemment ou non, dans lisez et écrivez. Eh ben, on a lu et on a écrit. On a écrit. Ah ouais, c'est fou, hein. Ouais. Alors, deuxième petit jeu, ça s'appelle du tac au tac. Ok. Alors, il faut répondre le plus vite possible. Si tu étais une fleur, Une rose. si vous étiez un film, La vie est un long fleuve tranquille. Moi, j'aimais les couleurs pourpres. les couleurs pourpres. Si vous Donc, étiez c'est un dur. plat, Un mafé. Pardon, c'est un dessert. sucré. Chakri. Ouais. En plus, je. un truc plus gourmand. Ah bah oui, moi, le sucre. Si vous étiez une valeur, La gentillesse. Travail. une passion. Actrice. Faut l'embaucher là pour les prochains J'ai tournages. casté, hein. Elle a En casté. plus. Écriture, moi, toujours. Écriture. Si vous étiez une image, Un tableau. Une pochette de CD. si vous étiez un symbole, La paix. Le lien, la famille, une corde, voilà. une corde. Voilà, une Ok. corde. On s'attache tous, on se tient tous à la corde. Si vous étiez un changement, Changement d'humeur, moi. tu changes souvent d'humeur, c'est vrai? Ouais, ah oui, oui. Dans la journée Comme ou dans la semaine? Non, mais ça peut être dans la journée. Hein. Ah oui, Ah oui. oui, ça peut être dans la journée. Ah oui. En plus, je suis très susceptible. Ah, Donc ça peut peut arriver vriller. vite. Ah ouais. tu peux être colérique? C'est rare quand même. Ouais, c'est rare que. C'est Non, très rare. Mais Ah tu oui. t'énerves. Je peux m'énerver. Ah oui, oui. Oui, ou mais être colérique, non. enjoué c'est ou en déprime. C'est ça, en ces déprime, changements c'est rare. Oui. Non, mais quand je dis. C'est dans le sens où tu peux me dire un truc qui va me vexer.
waouh, et je vais me refermer en fait. Ah oui, d'accord. Et C'est après, dû ça à- va passer, mais D'accord, c'est dû à un mais c'est élément parce que extérieur je suis- quand même. Oui, voilà, mais c'est parce que je suis susceptible, je suis. C'est ça. Sensible. Ouais. C'était quoi la question, s'il vous plaît? La question, c'est si tu étais un changement. Bah, professionnel. Ça te résume bien avec tout ce que tu as fait comme métier. Parcours. Je vous remercie beaucoup C'est nous. Merci d'être à toi. venus. Voilà, et je Pour souhaite l'invitation. longue vie à Lilani. Ah, Donc moi, j'ai Amine, pris Amine, le c'est tome ça. 2, voilà, que je vais pouvoir attaquer dès ce soir avec ma fille. La voix de la mangrove. La voix... C'est quoi la mangrove? La mangrove, c'est ce point d'eau que tu as en général entre l'espace de la terre et la mer. Tu as une bande parfois d'eau Oui. où poussent des palétuviers, ces arbres que tu vois aux Là. extrémités, voilà. C'est un coin d'eau douce. D'ailleurs, je crois que l'eau est douce, je sais plus. Non, elle est salée. Elle est salée. Elle est salée, en plus, d'accord. oui, oui. Et c'est des coins que tu peux parcourir en barque, en pirogue, au Sénégal, en Guinée, D'accord. dans plein d'autres pays, hein, même en Amérique du Sud, etc. C'est vraiment des havres de paix. Nous, on adore, quand on est au Sénégal notamment, faire des tours dans la mangrove. En plus, tu as une richesse au niveau Ouais. de la faune et de la Ah oui, flore. j'imagine, ouais, parce que Exactement. ça doit être humide. Donc Exactement. ça doit être trop beau. Exactement. Ah non, c'est magnifique. Ça doit être vert. Ouais. Et là, notre bande de cousins va vivre des péripéties dans la mangrove à côté du village. D'accord. Eh bien, moi, j'ai hâte de découvrir la mangrove. Et puis, je vous souhaite bien sûr un tome 3, un tome 4, plein de Amine, bonnes amine. choses. Je vous souhaite Amine. le plus beau. Merci. Et merci à vous en tout cas. Merci à Et toi. à très vite. Merci. Bisous.